Bonsoir. Donc ce soir, le sujet c'est dépendance affective et vie amoureuse. Donc c'est un sujet, je dirais, qui est d'actualité, mais pas par rapport à l'actualité. L'actualité, ça concerne en fait beaucoup de personnes qui peuvent en effet avoir ce ressenti de se dire, bah ouais, je sais pas ce qui m'arrive ou je sais très bien ce qui m'arrive et en fait, je ressens que j'ai un manque en fait en permanence comme un manque affectif. Ça me fait énormément plaisir, une fois de plus, de vous partager mes expériences, hein. Je suis thérapeute dans la région nantaise. Je fais des séances en visio, au téléphone ou bien en présentiel. Hein, les personnes qui me consultent, en fait, c'est pour des problèmes de santé, pour des problèmes de comportement, des phobies, par exemple. Et puis, ça peut être aussi des problèmes justement de développement personnel, de scénarios de vie qui se répètent. Et puis, les gens en ont un peu marre, donc ils se disent, on va aller voir ce qui se passe. Et généralement, avec moi, on va aller voir ce qui se passe, voir s'il n'y a pas une relation avec les ancêtres, c'est ce qu'on appelle du transgénérationnel, voir aussi s'il n'y a pas une expression en fait de l'enfant intérieur. Donc ça, on va beaucoup en parler ce soir, de cet enfant intérieur qui s'exprime à travers justement cette dépendance affective. Et puis autrement, on va aller aussi des fois, en fonction des séances, chercher l'origine émotionnelle des problématiques des personnes dans ce qu'on appelle le karma ou des vies antérieures. Donc, on n'est pas obligé d'y croire, hein. Je force personne à y croire. Moi, c'est juste que, en fait, ça ressort quasiment à chaque fois, à chaque séance. Donc pour moi, c'est du concret, c'est du réel. Donc, dépendance affective. Comment se traduit généralement la dépendance affective? Donc, si vous voulez participer, vous pouvez, ça va être sympa. Si on peut faire ça de manière interactive, c'est encore mieux. Donc, comment ça se caractérise cette dépendance affective? Eh ben, en fait, ça peut se caractériser de différentes manières. Mais généralement, c'est vraiment le mot de dépendance porte vraiment tout à fait sa portée, toute sa valeur en fait, toute sa force, tout son poids. C'est-à-dire que par exemple demain, si vous avez une dépendance au sucre, eh bien en effet, c'est-à-dire que pour vous le sucre, voilà, c'est comme si vous en aviez un besoin et plusieurs fois dans la journée, vous allez manger un bonbon, vous allez peut-être manger un fruit, mais en tout cas, vous avez un besoin d'apport en sucre. Et parce que en fait, c'est comme si vous aviez un sentiment de manque. Et donc, c'est comme si vous aviez une addiction quelque part. Donc là, c'est par rapport au sucre, par rapport à un aliment. Puisque, du coup, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'addictions, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui se met en place, qui se met en jeu dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, dès qu'il y a quelque chose qui va nous faire plaisir, en fait, on a certaines hormones qui sont sécrétées, les hormones du plaisir, les hormones qui vont nous donner une sensation de bien-être. Et en fait, l'addiction, c'est je vais en fait combler ce manque que je perçois de manière à ce que cela me fasse du bien. Ok. Alors la dépendance affective, c'est pas tout à fait dans le même registre parce que le conditionnement va venir vraiment généralement de l'enfance, voire d'ancêtres. Et puis ce que là je vais vous parler en fait, c'est pareil, on n'y croit pas, mais quelque part nous sommes tous des âmes qui se sont incarnées dans cette vie-ci, dans ce corps. Et s'il y en a qui doutent de ça, eh bien, vous avez le professeur Charbonnier qui en parle très bien dans ses ouvrages. Hein, donc, c'est un médecin anesthésiste réanimateur. Et vous avez aussi le film Thanatos, qui est vraiment excellent et qui parle, en fait, il y a plein de témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et donc qui peuvent échanger justement, qui échangent leur expérience justement par rapport au fait ils ont senti qu'ils sortaient de leur corps, ils allaient au-delà du fameux tunnel de lumière, et la plupart sont, en fait, ceux qui témoignent, justement, c'est pas la plupart, mais tous en sont revenus, puisqu'ils témoignent. Donc, cette dépendance affective, ça va créer quel comportement? Puisque, quelque part, on pourrait presque assimiler ça à un trouble du comportement, c'est-à-dire que ça nous empêche, alors je vais dire nous, en mon nom, ça vous empêche, si vous êtes là devant l'écran, c'est que vous vous sentez concerné par le sujet. Moi, j'ai été concerné par le sujet pendant quand même très longtemps. Donc je sais de quoi je parle, et à mon avis, hein. Et c'est aussi pour vous dire qu'on peut se libérer de cette dépendance affective de manière très simple, et en tout cas ça se fait. C'est pas quelque chose où ça demande comment dire, 10 ans de psychothérapie ou 10 ans de psychanalyse, quoi. C'est beaucoup plus rapide en fait. Donc je vais parler en nous, en vous, voilà, c'est comme ça. Comment ça se caractérise? Vous avez des personnes en fait qui, par exemple, vont côtoyer, ça peut être leur conjoint, ça peut être des collègues, ça peut être un patron, et en fait, ils ne savent pas pourquoi, mais ces personnes ne leur
reviennent pas, ne leur conviennent pas. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément gentilles avec elles, mais qui, en fait, étant donné qu'elles donnent une certaine importance, qu'elles donnent une certaine attention, qu'elles peuvent aussi donner une certaine valorisation, eh bien, on va se sentir lié à ces personnes. Et quelque part, même si on se dit, ben non, cette personne, en fait, je n'ai plus rien à faire avec elle, je devrais me séparer puisque quelque part, je veux changer de métier, je veux changer de relation. Eh bien, en fait, c'est comme s'il y avait vraiment un cordon relationnel qui nous liait à ces personnes, mais c'est vraiment propre à nous. C'est-à-dire que c'est pas forcément la personne qui crée cette relation intense qu'on va ressentir. Non, non, c'est vraiment propre à nous, quoi. Alors vous avez ça c'est dans la vie de tous les jours. Ça fait partie des dépendances affectives, en fait. C'est-à-dire que, quelque part, la relation que l'on entretient avec cette personne ou ces personnes, eh bien, on n'arrive pas à s'en défaire. On n'arrive pas en fait à pouvoir s'en détacher. Au contraire, on va même peut-être ressentir de la culpabilité si en fait on coupe les liens avec ces personnes-là. Il y a donc plus pour ce soir, c'est le sujet de la vie amoureuse. Et donc vous avez des personnes qui peuvent avoir une vie de couple, par exemple, et qui en fait, le jour où le partenaire bah, le couple ne tourne plus bien comme il faut, il y a vraiment une adéquation entre les deux. Peut-être même que le partenaire, en fait, peut être, au pire des cas, je dirais, un ou une perverse narcissique ou un pervers narcissique. Ou bien le partenaire, en fait, c'est quelqu'un qui ne montre qu'il n'a plus de sentiments pour vous, ou voilà. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, vous êtes incapable de vous dire, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a plus rien à faire ensemble, autant on en a conscience tous les deux et peut-être autant nous séparer en bons termes et arrêter cette relation qui devient toxique en fait au bout d'un moment. Et quelque part, les personnes vont être incapables, ne vont pas se sentir la force d'entamer une démarche de séparation, c'est-à-dire que elles vont même peut-être dire le discours, ben ouais, mais moi en fait, il faut que ça casse, il faut que ce soit violent. C'est-à-dire que c'est comme si la séparation ne pouvait pas venir d'elles de leur plein gré, mais qu'il fallait que, bah, on ne sait pas, par un moyen, un fait, un jour, en fait, un moyen plutôt violent, et bien que la séparation se fasse. Mais dans tous les cas, c'est c'est comme s'il y avait une énorme culpabilité, une incapacité à rompre avec la personne avec qui elle entretient une relation plutôt toxique. Vous avez aussi en dépendance affective, en fait, ces symptômes où, eh bien, une personne est célibataire et elle a ce syndrome, je dirais, de dépendant affectif. Et en fait, quelque part, eh bien, elle ne va pas forcément chercher une relation qui lui convient. Elle va plutôt directement aller vers la personne qui s'intéresse à elle, la personne qui va lui montrer un petit peu d'affect. C'est-à-dire qu'une personne célibataire, en fait, c'est comme si elle jetait son dévolu sur le premier venu ou la première venue. Et alors que cette personne, bah, elle montre juste un petit peu d'intérêt, quelque part ça se passe bien, ça match, mais sans aller plus en profondeur. Et quelque part, bah ouais, ok, eh bien peut-être que dans son inconscient, en fait, de cette personne, de ce dépendant affectif, eh bien c'est ok, ah bah là, je vais pouvoir créer une relation, on va pouvoir peut-être créer quelque chose ou pas, mais en effet, je m'autorise à me lancer dans cette relation. Et généralement, ça peut ne pas aller très loin, ou ça ne va pas très loin, ou une fois de plus, eh bien, il va y avoir comme une sorte de dépendance à la personne qui va se créer et de l'attachement qui se crée au fur et à mesure que les mois ou que les années passent, sachant que la personne ne lui convient pas tout à fait. Alors, là, c'est des exemples qui me viennent. Après, je vous laisse vous par rapport à votre propre vécu. Il pourrait y en avoir des dizaines d'autres, je dirais. Ce dont je vous parle, c'est des témoignages que j'ai pu avoir de personnes qui m'ont consulté. Et vous avez aussi la répétition de scénarios de vie, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont se dire, bah, je comprends pas pourquoi, parce qu'en effet, on ne comprend pas pourquoi, on va tomber toujours sur le même type de personnes. Ou bien, alors ça peut être des personnes qui, alors vous en avez, ce sont en effet, ils vont me dire, bah, je tombe toujours sur quelqu'un qui est plutôt pervers narcissique, quelqu'un qui va vouloir toujours abuser de ma gentillesse, de ma générosité. Et donc, ce sont des gens qui se font vider, alors vider énergétiquement, vider aussi le portefeuille, et vider de leur vie, quoi. C'est-à-dire qu'elles ne vivent que pour l'autre, pensant qu'elles ne vivent que grâce à l'autre. C'est-à-dire qu'on remet à l'autre la responsabilité de notre bonheur. On va remettre à l'autre le pouvoir de pouvoir nous faire plaisir. Et ça, c'est très dangereux puisque c'est ce qui crée cette dépendance à l'autre. Alors, pourquoi est-ce que
dans nos comportements, on peut en arriver là? Eh bien, je vais vous donner différentes origines probables de tout ça. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes tout à fait inconscients. On ne les contrôle absolument pas. C'est plus fort que nous. Même si quelque part cela peut amener à nous faire souffrir à un moment ou à un autre, eh bien on se dit, ben ouais, mais il y a ça, c'est vraiment une dépendance, quoi. Quelqu'un qui est dépendant au sucre, il va se dire, bah ouais, mais j'en ai marre d'être dépendant au sucre, ça lui fait pas forcément souffrir, quoi, que ça peut peut-être lui provoquer des caries ou des problèmes au niveau de son taux de glucose dans le sang, peut-être pas jusqu'au diabète, mais voilà, ça peut vraiment lui programmer des problèmes de santé. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est plus fort que nous, qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale infernale de ces différents scénarios? En fait, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a des personnes qui, avant de venir s'incarner sur Terre, eh bien, avaient convenu d'une mission d'âme avec une autre âme, je dirais, là-haut. Ok, ils se sont dit, bah tiens, on va se retrouver en bas parce qu'on a vraiment une relation très forte, nous là-haut, et tu vas voir, on va venir s'éclater plus bas dans cette vie terrestre. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'autre ne vient pas. Ou il y a une rupture de contrat d'âme. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui vit ça, qui vit ce contrat d'âme qui a été rompu, eh bien, en fait, inconsciemment, va chercher en permanence l'autre avec qui elle a convenu de ce contrat d'âme. Et c'est une recherche complètement désespérée puisque quelque part l'autre n'a pas été OK avec ça. Et donc, bah, c'est une recherche désespérée de ça. Donc, il faut aller recorriger le tir, remettre en équilibre, je dirais, ces perceptions de je dois aller chercher celui ou celle avec qui j'ai fait ce contrat d'âme. Donc, alors, je pratique des constellations familiales et systémiques en groupe et en individuel, et donc ça se fait très bien. On vient vraiment corriger le tir, quoi. Ça peut être une première hypothèse. Je dis bien hypothèse puisque tout le monde n'a pas des contrats d'âme avec d'autres âmes, et il peut y avoir des contrats d'âme tout à fait différents. Vous avez ce fameux syndrome du jumeau perdu. Alors, je ne vais pas dire que toutes les personnes qui ont eu un jumeau avec elles dans le ventre de leur mère ont ce syndrome-là de dépendance affective, mais ça se retrouve hyper souvent, quoi. C'est quoi le jumeau perdu? Pour ceux, donc je dis pour celles et ceux qui ne savent pas. En fait, il y a énormément de personnes qui sont nées toutes seules du ventre de leur mère il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 années. Donc, vous êtes nés, mais ce que vous ne savez pas, c'est que il y a de fortes probabilités que vous ayez à un moment été au moins deux dans le ventre de la mère et que le jumeau, justement, lui, ben, n'a pas vécu. Donc, généralement, ça ne se voit pas à la première échographie ayant lieu à peu près au bout de 3 mois. Et puis, pour les personnes qui ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, en fait, les échographies, c'était pas forcément monnaie courante à l'époque, quoi, hein. C'était peut-être là, juste avant ou très peu de temps avant l'accouchement, mais il y avait très peu d'échographies qui étaient faites, en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez, donc ce jumeau a très bien pu vivre 1 heure, une journée, une semaine, un mois, peu importe. Et donc, par rapport à cette relation que vous entreteniez avec ce jumeau perdu, il peut y avoir vraiment une relation fusionnelle. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez deux embryons, deux fœtus, qui vont qui vont vivre en même temps pour, il y a un amour fusionnel qui peut exister entre les deux, et ce qui fait que cet amour fusionnel, eh bien, ils sont vraiment comme si c'était, donc ils sont frères et sœurs, ou frères et frères, ou sœurs et sœurs, peu importe. Mais donc, c'est comme s'il y avait l'âme sœur qui était là. C'est-à-dire que ça rassure énormément, c'est-à-dire qu'il y a un échange affectif qui est énorme entre les deux bébés, entre les deux enfants dans le ventre de la maman. Sauf qu'il y en a un qui, à un moment, il part, c'est-à-dire qu'il décède. Et celui qui reste, en l'occurrence peut-être vous, eh bien d'un seul coup, il se dit, bah oui, mais c'est pas normal. Là, j'étais en amour avec un être cher, et d'un seul coup, il y a une rupture, c'est très violent, où il y a un deuil qui ne peut pas être fait, c'est-à-dire que l'être cher est parti, je me retrouve tout seul. Donc on peut retrouver cette préprogrammation, je dirais, à la blessure d'abandon d'une part, ça c'est une première chose, mais c'est surtout que d'un seul coup, ça crée un énorme vide affectif. C'est-à-dire que depuis le début, depuis la conception
l'enfant qui reste en vie, lui, se sentait en amour avec quelqu'un. Il y avait vraiment une complétude, vraiment un amour très important, une relation très intense. Et quasiment en très peu de temps, il se retrouve tout seul. Et là, on peut vraiment tout à fait comprendre que ce ressenti, cette blessure de séparation, cette blessure de vide affectif, eh bien, ça va conditionner à l'âge adulte cette dépendance affective. C'est-à-dire que quelque part, la personne peut en permanence justement rechercher là aussi eh bien, ce deuxième moi, ce deuxième amour avec qui on a vécu quelques instants. Ça peut être une semaine, un mois, hein, ça peut être même plus pour certains, puisque des fois, il y a en effet sur les deux enfants, vous pouvez avoir un jumeau qui vit jusqu'à 6 mois, jusqu'à 7 mois et qui malheureusement décède. Et il peut y avoir cette fusion là, hein, cette fusion des cœurs. Et donc bah là, c'est pareil. Ce qu'on va rechercher, c'est justement aller chercher quel est ce ressenti émotionnel et déprogrammer les personnes de ce qu'elle a pu ressentir quand elle est dans le ventre de sa mère. Ok. Vous avez aussi, par rapport à cette blessure, là, je vais plus insister sur la blessure d'abandon, c'est-à-dire que le bébé se retrouve tout seul. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait cette relation affective où déjà il pouvait y avoir une notion de sécurité. C'est-à-dire que je me sens en sécurité parce qu'on est deux, parce que tu es là avec moi. Et le jour où l'autre s'en va, eh bien, il y a une notion d'insécurité. Et donc, cette dépendance affective aussi, ça, à l'âge adulte, ça peut très bien être une recherche de sécurité en l'autre. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre, d'une pour ne pas me sentir seul, évidemment, mais c'est parce que à deux, on est plus fort, à deux, je me sens plus en sécurité. Donc, la dépendance affective peut avoir différentes connotations. Hein. C'est pas forcément vouloir être amoureux, ce n'est pas forcément rechercher vraiment de l'affectif à 100%, c'est aussi une notion de sécurité. Hein.